Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, première vidéo d'une toute nouvelle rubrique. Comme vous pouvez le constater, petit décor un petit peu différent de rigueur, car cette nouvelle rubrique entrera désormais dans le cadre de rétrospectives de films que l'on traitera justement avec la même ferveur que les spoilers fous de la chaîne. Donc pour ceux qui ignorent ce que c'est très simple. En fait, il s'agit de reprendre un film, donc de préférence mauvais, pour vous le raconter finalement en pointant du doigt de manière satirique tout ce qui ne va pas dedans. Et donc, quant au nom de cette rubrique, donc c'est en référence à celui de mon ancien blog, donc avant que je crée ma chaîne YouTube, et donc qui s'appelait effectivement le Bouzoscope, raconte-moi un film de merde. Et donc, il m'était un petit peu logique qu'il fallait tabler vraiment pour cette première sur un film bien gratiné comme il faut, donc un truc vraiment haut du panier dans le genre étron filmique. Et donc c'est vrai que ces dernières années, on n'en a pas spécialement manqué, et effectivement, voilà, mon dévolu s'est jeté sur The Predator. Alors attention, je parle bien du film de Shane Black, donc celui qui a littéralement mis un gros coup de pied dans les roustons de la franchise, donc comme on avait rarement vu. Et donc on est parti et notre film commence avec une dispute dans l'espace entre deux vaisseaux spatiaux, dont un qui encaisse mal les coups de laser dans la carlingue, et du coup son occupant, donc qui est un Predator, décide de... Wow, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bon, donc il va visiblement falloir se préparer au pire, non parce que si on va par là, avec un concept de portail de téléportation, pourquoi dans ce cas, tu utilises des vaisseaux spatiaux pour te déplacer ? Bref, ça fait 1 minute de film et vous allez voir que justement dans le genre facilité scénaristique, ça en manque pas, donc vous voilà prévenu pour la suite. Et donc effectivement, notre extraterrestre passe le portail pour se faire la malle et le referme derrière lui, histoire de laisser justement l'autre vaisseau comme un con au milieu de nulle part. Mais notre fuyard n'est pas au bout de ses peines, puisque son vaisseau fait des étincelles et bip bip de partout. Il décide donc qu'il est temps de s'éjecter de l'engin avant de se cracher sur Terre. Et donc c'est parti pour s'équiper de tout le matériel qu'il peut, donc tout son armement qu'il enfile, donc retenez bien ça surtout. Ah oui, donc vous avez remarqué qu'au moment où il s'éjecte, là, il fait jour. Retenez bien ça aussi. Pendant ce temps... Explique-toi, Natoire, un visuel sur les otages ? Toujours négatif. Voilà, donc ça, c'est notre héros que nous baptiserons Quinn McConnard. Donc tireur d'élite professionnel, et donc il est sur le terrain au Guatemala dans l'attente de sa cible, qu'il espère bien soulager de ses maux de tête à base d'un bon suppositoire en titane haute vélocité, quand soudain... Eh oui, la capsule extraterrestre se crache pile sur ses pompes. Bon, déjà, je tiens quand même à préciser que la capsule de sauvetage s'est éjectée du vaisseau 2 jours, comme on l'avait vu, à environ 100 mètres d'altitude, mais vient de se cracher en pleine nuit. Oh, ça va être long, Bref, McConnard n'étant pas très content qu'on l'ait un petit peu renversé, donc on se croirait en Seine-Saint-Denis quoi, décide d'aller à la rencontre du chauffard pour justement faire un constat, quand il découvre que tout ce merdier sent pas trop le truc que tu vois tous les jours, alors que l'occupant s'est encore une fois fait la malle. Et donc McConnard est rejoint par Jean-Michel Pas de Chance, donc pourquoi ce nom me demanderez-vous? Eh bien, soyez patient. Et effectivement, McConnard décide de regarder dans la boîte à gants de l'engin. Passe-moi le sac. Ok, là, en fait, il décide de piquer le casque du Predator ou encore son gantelet qu'il enfile, bien évidemment. Donc vous savez, ces fameux accessoires que le Predator avait pourtant enfilés avant de s'éjecter. Benz, tu me reçois ou merde? Réponds. Ben oui, c'est effectivement seulement 3 minutes plus tard qu'on s'inquiète quant au fait que un de leurs potes a disparu quand soudain... Ah il est mal en point votre copain, On l'allume!
Du coup, nos soldats décident de démarrer une petite partie de paintball avec l'alien qui donc relance son invisibilité, hein, ce qui fait que on comprend pas bien pourquoi justement il a voulu se révéler, mais bon. Voilà, donc déjà un bon trou dans le bide, ça devrait régler les problèmes d'asthme de Jean-Michel Pas-de-Chance, merci, au revoir. Ah, je vous avais dit qu'il portait bien son nom. Et alors que le monstre se dirige justement vers notre sniper... ok, pourquoi ça s'active tout seul ce truc? Et en plus contre son propre proprio quoi. Bref, on n'en sait rien et d'ailleurs Shane Black au scénario de ce film, lui non plus n'en sait rien. Et donc effectivement tout ça, ça rentrera désormais dans les choses qui répondront à ce que je baptiserai pour ce film le bas les couilles protocole. Bref, le projectile percute le monstre, puis le cadavre suspendu par les pieds 5 mètres derrière, donc lui qui se retrouve découpé en deux, hein, et donc se vidant du peu de sang qui lui reste sur la tronche du prédateur, donc qui est allongé au sol et inconscient. Donc bon, déjà, je sais pas, hein, Shane Black, tu sens pas comme un problème avec les perspectives ? Non, parce que je tiens quand même à rappeler que le cadavre, il est à 5 mètres derrière le corps du monstre. Donc comment il peut se vider sur sa tronche? Bah oui, je tiens quand même à rappeler qu'un corps humain contient en moyenne 5 litres de sang pour un adulte. Mais bon, ici, la moitié d'un gus en contient 10 litres. C'est extraordinaire. Mais bon, on a bien compris que la cohérence, tout ça, hein, ce sera pas au menu de cette vidéo, visiblement. Mais bon, on va pas se gêner quand même pour lui tirer dessus. Et alors, justement, qu'un hélico arrive sur les lieux, donc notre héros Quinn McConnard décide de se barrer en douce, juste après que justement son gantelet extraterrestre s'active, là encore sans raison, hein, pour... Et pendant que l'hélico se pose... N'oubliez pas, ils sont grands, ils vont vite, et vous niquer pour eux, c'est faire du tourisme. Voilà, donc ça, c'est censé être le chef d'une organisation secrète. Donc je vous laisse imaginer la gueule de l'organisation. Hein. Bon, de toute façon, vous allez vite vous en rendre compte. Du coup, ce fameux chef d'organisation, eh ben, on va l'appeler Mentos. Hein. Eh oui, parce qu'il passe son temps à rafraîchir son haleine, justement, en mâchant des pastilles de menthe. Sûrement parce que ça fait stylé, ou con, ou simplement parce qu'il pue de la gueule, au choix. Au petit matin, Quinn McConnard arrive dans un rad local où il demande gentiment au taulier de l'aider à poster son sac plein de matériel alien dans un joli colis, hein, en le convainquant via la méthode très subtile de la menace au flingue, hein, quand soudain... Ah ok. Et là, on découvre en fait que c'est la fameuse bille qui l'a rendu invisible, la bille qui s'était éjectée du gantelet. De là, on peut se poser plein de questions, comme par exemple, si cette bille est à l'origine du dispositif d'invisibilité des prédateurs, alors pourquoi le prédateur qui a affronté Quinn McConnard dans la forêt a réussi à se rendre invisible vu qu'il ne l'avait pas sur lui? Et ouais. Ensuite, pourquoi la bille s'est-elle extraite toute seule du gantelet? C'est sa petite conscience qui s'est dit que, bah oui, hein, les billes aussi ont droit à leur indépendance. Ensuite, comment McConnard a-t-il compris l'utilité du petit artefact? Et surtout, comment a-t-il compris comment ça fonctionne? Bref, autant de réponses que Shane Black a inclus dans le bas les couilles protocole, bien évidemment, hein. Sauf que des sirènes retentissent et on comprend finalement qu'elles sont là pour Quinn. Du coup, il décide, hein, dans un élan d'intelligence spectaculaire... une technologie alien qui rend invisible. Non, non, le concept de toxicité ou de radioactivité pour le corps humain, ah non, faut dire, c'est quand même très abstrait, j'avoue. Hein. Mais surtout, le mec peut devenir invisible, bordel! Mais serre-t'en pour te barrer! Sauf que bon, Quinn est débile, mais vous constaterez que ce n'est pas le seul d'ailleurs, puisque... alors, on va quand même se mettre dans la peau du taulier du rad. Il a deux options possibles. La première... Soit tu te fais chier à faire un colis de merde pour répondre justement aux exigences d'un mec que tu ne reverras jamais de ta vie,
Ou option 2, tu t'inscris sur le dark web et tu en tires le meilleur prix du contenu du sac avant de disparaître dans les eaux internationales à bord d'un bateau de luxe, donc avec des tables de blackjack et des putes. Bref, vous avez 20 minutes pour faire votre choix. Eh bien, par chance pour Quinn McConnard, il poste le colis. C'est fabuleux. Bref, allons faire un petit tour aux États-Unis dans une école. Et ouais, donc ce qui fait que tout le monde déguerpit sous l'œil aguerri du prof qui... Ah non, pardon, là le prof s'en branle, puisque oui, hein, donc il laisse sur place un de ses élèves, qui plus est atteint d'autisme. Et donc là, on comprend qu'en fait les deux guignols voulaient justement lui mettre une rouste, mais comme notre victime se met en crise, hein, les deux guignols abdiquent parce que, bon, tu comprends, hein, taper un gamin qui semble pas en pleine possession de sa conscience, c'est quand même pas très marrant. Bon, bien sûr, notre jeune garçon est flanqué du cliché pur de l'autiste, hein, c'est-à-dire que il est capable de savoir combien il y a de dents de fourmis dans un sac de sable juste en le touchant, tu sais. Donc ce garçon, j'ai dans l'intention de l'appeler, alors pas Rainman parce qu'il est un peu jeune, donc on va l'appeler Rainboy. Ah, et donc on découvre aussi qu'au retour de l'école, en fait, il a peur des chiens, donc retenez bien ça. Une fois à la maison, le facteur frappe à la porte pour livrer un colis et on découvre que Rainboy en fait, c'est le fils de McConnard. Ah ça alors, on l'avait pas vu venir. Et la réponse du gamin... Il tue des gens. Pour que vous puissiez être facteur. Non mais... Ah, c'est pas possible de pondre des trucs pareils, quoi. Enfin bref... Mais allons donc faire la connaissance d'une femme qui se fait justement alpaguer par des hommes en costard, l'exhortant de la suivre. Vous montrez quoi là? C'est exactement ce que ça a l'air d'être. Bref, cette femme, nous l'appellerons Gourde. Alors pourquoi? J'en sais rien encore, mais mon sens de la déduction s'affole hein, quand je vois justement déjà un peu les autres personnages proposés jusque-là. Donc je pense que ça lui conviendra très prochainement. Pendant ce temps-là, en fait, on colle un petit polygraphe sur Quinn afin justement de l'interroger, pendant que Mentos et ses hommes regardent justement la scène à travers un miroir sans teint. Et donc Quinn, en fait, a un moment de lucidité et comprend qu'en gros, on veut le faire passer pour un cinglé afin d'éviter justement qu'il soit trop bavard concernant ce qu'il aurait vu. Ce qui lui vaut effectivement de finir diagnostiqué comme tel. Non mais, Mentos, bordel, t'as affaire à un militaire sniper. Plutôt que de le faire enfermer, tu peux pas le recruter pour justement gonfler les rangs de tes mercenaires? Non. Donc très logique, voyons. Là, on le fout dans un bus avec plein de détraqués dont il va faire la connaissance, comme par exemple Tourette, hein, dont le syndrome lui vaut aussi le surnom. Hein. On a également Jesus, hein, donc le cliché du croyant aux cheveux longs, donc cheveux longs typiques des militaires, hein, et bien évidemment. Hein. Et accessoirement pilote d'hélicoptère, donc autrement dit, Jesus a une fonction bien spécifique, ce qui veut dire qu'il y a fort à parier qu'il y aura une séquence avec un hélico dans le film. Alors ensuite on a également Hanouna hein, qui écope de ce surnom parce que en fait il passe son temps à lâcher des vannes donc du même niveau que l'animateur télé et qui est donc flanqué du même rire insupportable. Et donc en fait est un peu le ressort comique du groupe, hein, donc ça annonce un petit peu la couleur niveau humoristique qui vous attend. Hein. Ensuite on a Majax, donc un mec qui aime justement bien faire des tours de magie, hein, donc comme faire disparaître des trucs, genre une carte dans sa main ou encore un village avec des explosifs. Et Blacky qui est donc le black de service. J'ai eu une prise de tête avec un alien. Ah là mon gars, je pense que t'es pas tombé sur le bon public. Hein. Autant dire que Quinn va devoir subir un long trajet de lynchage par des Mongoliens jusqu'au centre d'internement justement où on veut le faire passer sous silence. Et pendant ce temps, Gourde arrive justement à... Wow, qu'est-ce que c'est que ce cliché? Une base secrète près d'un barrage, mais quelle originalité, j'ai envie de dire. On serait pas dans une production Asylum ou de chez Roger Corman?
Donc base que nous appellerons projet Starfucker, justement où Gourde est accueilli par le fils de Peter Case, donc vous savez, Peter Case, ce mec qui a fini découpé en deux dans Predator 2, hein. Et donc comme Shane Black préfère justement honorer son film de clin d'œil plutôt que de cohérence, et il a fait en sorte que l'acteur choisi pour ce rôle soit Jake Busey, donc fils de l'interprète de Peter Case justement, hein, donc qui était Gary Busey, mais bon ça à la limite on s'en fout, tu vois. Là on découvre que le bâtiment a été conçu par justement des gens qui pourraient jouer dans Idiocratie 2. Voilà, donc en fait ils n'ont pas un ascenseur, ils ont un hall d'entrée qui fait ascenseur. Ce qui est particulièrement con dans le sens où si le hall tombe en panne au niveau -2, tu empruntes l'escalier de secours qui te remonte vers le hall au niveau 0, mais hall qui finalement est désormais au niveau -2. Donc tu retombes d'où tu viens. C'est débile à souhait. Comment ils vous ont embarqué là-dedans? Il y a quelques années, j'ai été remarqué pour un mémo sur les souches hybrides. Ok. Donc en gros, t'écris un mémo et finalement ça suffit pour entrer dans le cercle très fermé des rares personnes sur Terre qui peuvent tripoter un alien. Non mais genre, parmi les gens de Starfucker déjà employés depuis toutes ces années, il n'y en a pas déjà un de qualifié au moins en la matière? C'est absolument fabuleux quoi. Non mais c'est dire, moi un jour j'ai écrit un mémo sur les répercussions quantiques une fois que Toto est sorti des chiottes, mais j'ose pas le communiquer, de peur que justement on m'appelle pour faire partie de la première expédition qui visitera un trou noir quoi. Oh la folie. Technologie extraterrestre. Donc voilà, tout plein de références aux autres films, dont les pires, hein, comme les Aliens vs Predator, hein. Bref, Gourde était aussi folle qu'un clébard qui a envie d'une jambe, hein. Voulez-vous rencontrer un prédateur? Venez. Non mais Predator c'est nul. D'ailleurs, même Gourde elle est d'accord avec moi. On a tous voté, prédateur c'est plus cool, hein? Je veux, ouais. Ouais bah vas-y, tu sais quoi, on va pas insister. Vas-y, appelle-le comme tu veux et continue donc de passer pour un blaireau. Alors toi, t'as bien une gueule de porte-bonheur. Ah mais non, sérieux, vous avez pas fait ça. Ah, excusez-moi, faut vraiment que j'aille me nettoyer les oreilles avec de l'acide chlorhydrique là après ça, hein. Excusez-moi. Mais en gros, s'ils ont fait venir Gourde, c'est que le prédateur donc semble avoir finalement de l'ADN humain. Messieurs, je sais ce que vous voulez. Savoir si quelqu'un s'est fait un alien. Ouais. Non mais bordel, mais à partir du moment où tu inondes ton film de référence aux précédents opus, donc ça veut dire que tu es censé t'appuyer dessus, et que dès le départ, justement Mantos, en fait, il sait que ça fait des milliers d'années qu'ils viennent sur Terre, et que justement, il dispose en plus de la technologie des prédateurs, donc une technologie qui n'a rien de terrienne avec des matériaux qui ne sont pas terriens. Comment derrière, Mantos peut supposer, peut se poser une telle question? C'est un non-sens de douter des origines des extraterrestres en question, quoi. Bref, c'est complètement con, mais bon, justement, comme le Predator a de l'ADN humain, on l'appellera désormais Maurice, hein, ou Momo pour les intimes. Sauf que Gourde, justement, dans le dossier, découvre l'identité de Queen, comme étant justement celui qui a rencontré l'alien pour la première fois. Donc, bien évidemment, elle veut l'interroger, hein, donc sûrement pour lui demander, je sais pas, moi, quelle est sa couleur préférée, ou savoir ce qu'il aime manger justement au petit-déj. Enfin, j'en sais rien, mais enfin voilà, je vois pas ce qu'elle peut lui demander de plus que ce qu'elle pourrait justement savoir en ayant l'alien juste devant elle, quoi. Ce qui implique évidemment que le bus doit faire demi-tour. Pendant ce temps, Rainboy déballe le colis de son père et... mais touche à ton cul le môme là! Oh, tu fais pareil quand ta mère reçoit un colis d'Adam et Ève ou quoi? Et donc c'est parti, il commence à s'amuser justement avec le matos venu d'une autre planète, hein. Ah ok, ça s'active tout seul encore une fois. Décidément, c'est capricieux la technologie Predator, hein. Eh oui, mais bon, parce que le scénario, finalement, en a besoin pour pouvoir avancer. Ce qui fait que désormais, le vaisseau alien
attaquant que l'on avait découvert au début du film et qui s'est retrouvé justement tout seul comme un con paumé au milieu de l'espace, peut désormais savoir où poursuivre sa mission et se téléporte aux abords de la Terre. Donc là, Rainboy continue de tripoter le matériel, dont il comprend les fonctionnalités et le langage grâce à... Enfin bref, il comprend. Ce qui lui permet, entre autres, de désactiver le champ d'invisibilité du vaisseau ennemi qui entre dans notre atmosphère. Hein. Donc, en gros, avec un gantelet extraterrestre, tu peux emmerder directement le pilotage d'un autre vaisseau. mais alors dans ce cas, pourquoi Maurice l'a pas fait avant quand il se faisait poursuivre? Enfin sans déconner, oh là là, ça va être compliqué, hein. Bref, cette situation a évidemment tendance à vite énerver notre occupant du vaisseau, qui s'avère lui aussi être justement un Yoja, donc un prédateur. Hélas, tandis qu'il survole le ciel nocturne de la planète, parce que désormais le rythme nocturne va se calquer sur celui de l'Alaska et durer plusieurs jours, hein. C'est quand même plus pratique hein, pour Shane Black, eh bien le voici désormais détectable par les radars militaires, hein. Et donc comme monsieur le Yoja justement n'a aucun savoir-vivre, eh ben il a évidemment pas brancher son transpondeur, ce qui lui vaut de se faire intercepter par l'armée, qui malheureusement va pas faire long feu hein, face à un vaisseau extraterrestre d'une telle technologie. Étant informé de l'arrivée du vaisseau dans leur direction, la base Starfucker se met justement en alerte. Hein. On boucle tout. Il se réveille. Eh oui, un sédatif ultra puissant, ça te couche Momo, mais une sirène d'alarme, ça te le réveille aussi sec, quoi. C'est merveilleux. Du coup, Maurice se libère grâce au balai-couilles protocole, hein. Non, mais c'est sûrement que en fait, il avait été attaché avec de la ficelle à rôti. Enfin, je vois que ça. Et il commence désormais à dézinguer absolument tout le monde, hein. Et donc, afin d'assurer un minimum de spectacle gore à grand renfort de ketchup, les employés du labo ont tous eu consigne de Shane Black de ne surtout pas tenter de fuir, et même plutôt carrément de se jeter dans les mains du monstre, armés de leur blouse blanche et de plaquettes de Tranquital. Ce qui fait évidemment que tout le monde y passe, sauf Gourde, hein, qui prend le temps justement, elle, de récupérer un fusil anesthésiant et un flacon du sang du Predator, ou Prédateur. Ah, puis merde, je sais plus, franchement, vous m'avez embrouillé avec vos conneries là de Prédateur. Et donc, la voici qui fuit. Du verbe fuir, pas fuiter. Ah là, vous avez vraiment l'esprit mal placé, bande de coquins. Hein. Là, Maurice récupère donc son matériel et décide justement de se faire la malle, même s'il découvre que visiblement il lui en manque quand même une petite partie. Donc celle que justement McConnard a envoyée à son gamin. Donc bon, évidemment, il n'est pas très content, hein. Mais voilà, il a décidé quand même de se faire la malle, hein. Donc encore une fois, hein, ça devient vraiment une sale habitude hein, pour notre Momo. Hein. Et malgré l'intervention militaire qui était sûrement Stormtrooper dans une autre vie, hein, ce qui arrange bien Momo, hein, donc vierge de toute balle ennemie dans la carcasse. Hein. Et ouais, lui par contre il sait se servir d'un AK-47. Hein. Oui, parce que rappelez-vous, il a quand même de l'ADN humain, donc bon, apparemment hein, ça suffit pour savoir se servir d'une arme humaine du premier coup. Il manquerait plus qu'il se soit injecté de l'ADN de Maïté, et en gros il nous préparait illico un foie gras maison sur le vinyle du labo, avec les restes de ses victimes. Hein. Bref, là on comprend finalement que l'ADN c'est vraiment facile au final. À défaut du matériel qu'il n'a pas, Momo récupère justement celui qui se trouve dans la vitrine, comme par exemple un casque, hein, ce qui lui permet justement de se connecter à son ancien casque dans la chambre de Rainboy, et ainsi visualiser l'adresse du garçon que son système traduit. Hein. Et ouais, hein, c'est quand même bien fait, hein, le hasard. Et voilà notre Momo qui quitte la base Starfucker avec sa carte Michelin sous le bras pour aller justement chez Rainboy. Sauf que dans sa fuite, en fait, il est aperçu par notre bande de débilos dans le bus, qui justement vient d'arriver sur place, et Maurice détalant justement à fond les ballons, hein.
Alors attends, on parle bien d'un alien avec des aptitudes physiques de bâtard, et la gourde là, en gros, elle te talonne finger in the nose. Bref, les débilos profiteraient bien justement de ce moment de détresse au sein de Starfucker pour prendre justement la tangente, hein, via un stratagème imparable, à savoir que Hanouna se met à imiter Gilles Verdès, ce qui a vite fait justement de faire fuir les gardiens et le conducteur, hein. Mais bon, dans leur fuite avec le bus, il y a quand même Queen, hein, qui a bien envie de déglinguer la gueule à Momo pour justement venger ses anciens collègues au Guatemala, hein. Ouah, 10 mètres de distance, c'était pas foutu de toucher un éléphant dans un couloir. C'est quoi déjà ton métier, McConnor? Ah oui, sniper, ouais. Bref, pendant que Gourde, dans un élan de courage et surtout de débilité, saute sur le bus et se tire accidentellement justement un tranquillisant dans le panard, elle est évidemment récupérée par les débilos qui donc pètent la gueule à 2-3 militaires locaux et quittent la base en fugitif sans que personne ne les bloque, hein, à la sortie, hein. Oui, parce que bon, hein, une base en état d'alerte avec justement un alien dedans, je vois vraiment pas pourquoi on devrait justement renforcer la sécurité donc à l'entrée, hein. Et Momo, lui, bah pareil, en fait, il a réussi à s'enfuir via un fourgon, donc dans une scène que je ne vous décrirai pas, car la nullité à un tel niveau, c'est vraiment trop compliqué à expliquer sans s'arracher les ongles avec les dents, quoi, hein, vraiment. Hein. C'est bon, ça va derrière? Pendant ce temps, le vaisseau spatial à l'origine de toute cette situation d'alerte, bah, c'est effectivement posé, hein, et le Yoja qui en sort donc avec ses chiens pour... Attends, c'est quoi que tu leur fais sentir là? Bref, on ne sait pas, évidemment, mais bon, il paraît que sa description figure justement dans le bas les couilles protocole. En tout cas, donc après avoir bien reniflé la chose, les chiens, évidemment, se lancent sur les traces de leur proie. Donc on imagine bien que la proie, c'est Momo. Retenez bien ça, on va y revenir. Une fois à l'abri dans un hôtel miteux, Queen discute avec Blackie. Eh, t'es sûr qu'elle risque rien avec eux? La petite? Oh, c'est des soldats. Oh bah oui, tiens, hein. C'est pas comme si vous laissiez une femme sous anesthésie générale, seule avec des mecs déclarés comme cinglés, et que justement il y a un d'eux qui a le syndrome de Gilles de la Tourette. Ah, si t'as mal au cul au réveil, Gourde, hein, dis-toi que c'est pas un effet secondaire du tranquillisant, hein. Mais surtout, Queen se soucie plus de la confiance qu'il peut leur porter que de s'inquiéter quant au fait qu'un alien est en liberté, et un alien qui notamment veut récupérer son matériel que, en plus, bah, Queen a volé et a envoyé à son gamin. Mais bon, effectivement, pourquoi s'inquiéter, quoi? Du coup, Gourde se réveille en panique, et Queen, de calmer les ardeurs, et pas les ardeurs, hein, qui sont dans la pièce, justement, et donc la demoiselle de leur apprendre que bah, Maurice en fait va effectivement tenter de récupérer son matos. Du coup, Queen et ses nouveaux potes arrivent chez son ex-femme, hein, et donc manque de peau, Rainboy, lui, bah, il est parti fêter Halloween, voilà. J'en peux plus. Bah, c'est surtout qu'en plus, non mais, quand tu vois le truc, le gamin il s'est accroché le casque Predator avec du scotch, quoi. Non mais, c'est... Du coup, bien décidé à le retrouver, Queen récupère autant d'armes que possible dans la baraque de son ex-femme, hein. Mais pourquoi il y a autant d'armes? Je veux dire, mais c'est quoi la logique de laisser ton arsenal chez ton ex-femme, bordel? Sauf que, chez les débilos, ah, ça semble pas super motivé justement à vouloir lui venir en aide, hein. Mais comme le scénario justement a besoin d'eux, eh bien Blackie décide de leur distribuer à tous des paires de burnes justement qu'il stockait dans ses poches, hein. Et donc bah, c'est parti pour l'aventure. Bon, en même temps, s'il fallait juste compter sur un sniper qui est même pas foutu de toucher sa cible à 10 mètres pour pouvoir justement sauver Rainboy, le gamin il est pas sorti de berge, hein.
Et donc Rainboy qui toque aux portes des maisons pour justement récupérer des friandises. Mais bon, bah, celle où il va, c'est celle d'un camé jusqu'aux oreilles. Hein. Et oui, visiblement, le casque n'aime pas la 8.6, hein, donc notre drogué qui n'est finalement pas prêt de se recoller une ligne dans les narines. Hein. Du coup... Ah ouais, toi tu laisses ton matos extraterrestre en pleine rue. Extraordinaire. Bref, à défaut de policiers ou de pompiers qui devraient justement, logiquement, se précipiter sur les lieux de l'explosion, mais bon, là, visiblement, je sais pas, on se croirait au Tarteret un 31 décembre, sérieux. Bah finalement, ce sont nos héros au cul de bulle au cuit qui se précipitent sur les lieux, pendant que Rainboy, lui, finit sans logique apparente à se planquer en plein milieu d'un stade, donc face justement à un gros molosse qui n'a lui aussi rien à foutre là, mais bon. Et bizarrement, vous savez, Rainboy, donc qui avait peur des chiens, et bah là, a pu, fini. C'est fou la vie, hein. Et donc la logique dans tout ça, peut-être que vous avez une chance de la trouver dans le bas les couilles protocole. Manque de peau. Et oui, ce sont aussi les deux chiens prédateurs qui ont décidé de se joindre à la fête. Hein. Donc chiens prédateurs qui ne ressemblent absolument plus du tout à ceux du film Predators, hein, parce que voilà, c'est ça la magie du bas les couilles protocole. Donc en fait, on prend tous les précédents films pour justement en faire des références comme on le veut, et puis des fois, on va vouloir y faire en torse parce que ça nous convient pas. Va comprendre. Mais ça, c'est pas le pire. Non, parce que en vrai, ce qu'il est important de se rappeler, je vous avais dit qu'il fallait le retenir, c'est que les clébards, ils ont logiquement suivi la trace selon ce que leur maître leur a fait sentir. Donc, pourquoi ça les mènerait à Rainboy? Pourquoi? Alors que normalement ça devrait les mener à Momo, quoi. Heureusement, nos débilos, dans un élan de courage et d'héroïsme, viennent justement à la rescousse du gamin face au monstre. Hein, attendez un petit peu là. Comment ils ont su que Rainboy justement était au stade? Eh mais oui, le bas les couilles protocole. Bref, faut quand même souligner une chose, c'est que le sauvetage tombe quand même hyper bien, puisque 30 secondes plus tard, et en gros McConnard, il aurait dû attendre que les chiens prédateurs passent à la selle pour pouvoir retrouver son fils sous forme d'étron, quoi. Donc c'est quand même plutôt bien fait, hein. Bref, t'as un des monstres qui finit découpé en deux, tandis que le second semble moins évident à tuer, hein, jusqu'à ce que... Et vous savez quoi? Après ça, le Klebs, il devient gentil. Oh putain, mais c'est quoi cette merde, quoi? Mais comme le stade, c'est un petit peu the place to be, hein, c'est Maurice qui est justement arrivé. Et donc effectivement, on connaît un petit peu le plaisir de Maurice de tuer tout ce qui finit un petit peu dans ses pognes, hein, vu que notamment à Starfucker, tout le monde est mort ou presque, mais sauf que Jesus, comme il a une vraie fonction, rappelez-vous, il est pilote d'hélicoptère, et pour le moment, comme il n'en a justement pas fait la démonstration, non, bien sûr que non, il va pas mourir tout de suite. Du coup, tout le monde pose ses flingues au sol, hein, justement, hein, pour éviter que l'extraterrestre tue leurs potes. Mais grâce à une technique très subtile de diversion... Merci Tourette. Eh bien, Queen sort une arme qu'il avait planquée dans son cul au fond à droite. Hein. Du coup, Queen, son gamin et Gourde prennent la fuite donc dans une école, tandis que les débilos tentent de calmer un petit peu l'extraterrestre à coups de plomb. Mais non, Maurice ne veut toujours pas tuer. Voilà, c'est fou, hein. Vous lui dites de psychoter moins fort, s'il vous plaît. Non mais sérieux. Déjà, c'est un autiste. Ensuite, il a 10 piges. Et en plus, il y a un alien qui veut le kidnapper. Comment veux-tu qu'il reste calme, le môme? Enfin, mais comment on peut pondre des dialogues pareils, quoi? Ah ceci étant, mon intuition était bonne, hein, elle portait bien son nom, hein, celle-là. Hein. Donc, ils se font attraper dans le bahut par Momo, mais... Ah oui, alors lui, c'est pas le même spécimen, visiblement, hein.
3 mètres de haut avec une putain de technologie de ouf. Donc bah voilà, 2 minutes chrono, merci, au revoir Momo. Donc bah effectivement le Yoja modifié, donc que nous appellerons Méga Maurice, hein, ou Méga Momo pour les intimes, contacte sa planète justement pour débriefer un petit peu la situation, et notamment le fait que bah, le traître est mort, hein, mais aussi pour spécifier qu'il trouve scandaleux que les habitants de la Terre ne s'abonne pas plus à la chaîne de l'écran fou. Lui, justement, qui dénonce la connerie de ce film dans lequel, justement, Méga Momo aurait préféré ne pas jouer, quoi. Donc, si vous voulez sauver l'espèce humaine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un peu plus tard, le cadavre de Momo a été récupéré, justement, par l'équipe de Mentos. Et alors là, les dialogues, mes amis. Quelle taille? Plus de 3 mètres d'après certains. Mais comment tu peux savoir ça, vu que les seuls témoins, ce sont les débilos sur lesquels, justement, vous n'avez pas encore mis la main? C'est que celui-là, c'était un fugitif. Une partie de gendarmes et au voleur intersidéral. Et ça, comment tu sais ça, toi? Bref, autant vous le dire, à partir de là, sachez que Mentos est investi, grâce à Shane Black, hein, du pouvoir de déduction. Le fils de McKenna, sa mère nous le confirme. Il a la pièce qui va là. Donc bah effectivement, la mission en gros c'est de trouver le môme pour trouver la pièce manquante du gantelet pour trouver le vaisseau de Momo. Donc sachez que si vous trouvez pour l'instant que ce film est débile à souhait, vous n'avez encore rien vu. Accrochez-vous. Et donc nos tocards ont donc trouvé refuge dans une ferme isolée. Hein. Maman dit que t'es un tueur. Mais non mais putain mais tu poses la question alors que t'as pas hésité un instant à le déballer à ton facteur comme si c'était une vérité quelques heures avant. Enfin, je sais pas. Pendant ce temps, Gourde analyse un petit peu comme elle peut le sang de Momo, hein, dont elle avait justement un échantillon, et donc analyse grâce à du matériel qu'elle... sûrement qu'elle avait planqué au fond à droite, elle aussi, hein, parce que je vois pas d'autre explication possible. Et là, elle découvre effectivement ce que le laboratoire Starfucker, avec sa super technologie de malade, n'a pas été capable d'identifier depuis tout ce temps, mais qui a juste requis un microscope à Gourde. Ils réunissent les attributs de spécimens ultra performants. Je crois qu'il tente une hybridation. Et donc, en gros, là, si je comprends bien, Momo s'est perfectionné avec de l'ADN humain. Mais comment, quand t'es un prédateur, tu peux envisager de t'hybrider avec l'ADN d'un être typiquement inférieur à tous les niveaux, putain. C'est complètement aux fraises. Mais retenez quand même ça parce que l'explication, quand elle tombera, elle va vous trouer le derche. Quand soudain le repos de toute l'équipe est perturbé, hein. Hey, c'est une clébarienne! Pousse les types, pousse-toi! Et du coup, il a un grand cœur et il est gentil, on va l'appeler Snoopy. Mais aussi... Oh là là, quelle originalité! Non mais, le compositeur, il sait mais surpasser là. Hein. Bon alors, vous aimeriez bien savoir justement comment ils ont su où se trouver nos héros, hein? Hein? Grâce au les couilles protocole, voyons. Ah, vous devriez être rodé quand même depuis tout à l'heure. Hein. Donc tout le monde est arrêté et ainsi McConnard se fait passer à tabac par 2 agents sans raison apparente. Hein. Rainboy, lui, en fait, on l'a mis dans un coin où on le laisse s'amuser justement à dessiner des cartes géographiques pour le fun. Et pendant ce temps-là, Gourde a droit à un entretien avec Mentos qui va, comme tout mauvais méchant, tout lui expliquer avant justement d'ordonner son exécution. Ah non, mais le niveau d'écriture des personnages, c'est stupéfiant. Ils s'adaptent au génome humain pour mieux nous envahir. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça fait des années que la mythologie autour de Predator a évité ce cliché d'invasion alien. Même avec de mauvais épisodes, notamment les Aliens vs Predator, et vous osez pondre ça? Enfin, je sais pas, ça fait plus de 2000 ans qu'ils viennent ici, donc avec les pyramides et j'en passe, et tout le... Enfin, voilà. Et tu crois qu'ils ont besoin d'autant de temps pour pouvoir envahir une planète? Mais c'est n'importe quoi. Et là, la justification de tout ça, c'est quoi? C'est que en fait, ils attendent qu'on réchauffe nous-mêmes l'atmosphère pour terraformer la planète à leur profit. Sauf que là, où c'est complètement con,
c'est que, bah, en fait, s'ils s'hybrident eux-mêmes avec de l'ADN humain, bah, pourquoi ils ont besoin d'attendre, puisque justement, ils sont conditionnés pour l'atmosphère actuelle. Et là, Mantos, il nous dit quoi? Bah, qu'en fait, Momo, il est venu nous donner le moyen de les repousser. Mais comment tu le sais? Ah, mais oui, son pouvoir de déduction, pardon. Bref, Mantos décide finalement de laisser Gourde à un de ses agents pour un entretien avec le silencieux de son flingue. Hein. Mais alors que Snoopy justement arrive et détourne l'attention de Jean-Mich, et ben Gourde se transforme en ninja et... Ok, ouais. Queen, dans une synchro parfaite avec Gourde, se libère des deux agents qui le tabassaient, hein, et pendant ce temps-là, Mantos s'enfuit en hélico avec Rainboy sous le bras, parce que, bah, en fait, son pouvoir de déduction lui a fait comprendre que les cartes dessinées à la main par un môme permettent de trouver le vaisseau de Momo. Mais allons donc faire un petit tour chez ex-Madame McConnard, hein, où justement les hommes de Mantos fouillent la baraque de fond en comble, quand soudain... Voilà, donc steak tartare party ce soir au menu hein, chez Madame McConnard. Hein. Et donc bah, finalement, Megamomo se met à analyser la chambre de Rainboy pour y trouver des éléments et... ouais, mais alors attendez. Parce que comment Megamomo, déjà, il sait où habite Rainboy? Eh, bah les couilles protocole. Bref, son analyse lui permet de découvrir une carte précédemment dessinée par Rainboy, et donc Megamomo, hein, donc comme Mantos, hein, investi du pouvoir de déduction, comprend que bah, un gribouillage de gamins représente la destination de sa mission, à savoir le vaisseau de Momo. C'est fabuleux. Bref, à la ferme, on découvre que bah, Gourde, en fait, elle s'est crochetée justement les menottes, hein, donc parce que bah, en même temps, c'est un petit peu inné chez les biologistes. Et McConnard... Quoi? Qu'est-ce que vous avez? Eh oui, hein, la chiasse, ça prévient pas, hein. Bref, maintenant, il est temps de poursuivre l'ennemi, mais ouais, mais comment faire pour rattraper un hélicoptère? Eh ouais... Trop fort. Oh bah ça alors! Ah bah sûrement un hélico qui traînait dans un fossé, hein, donc c'est quand même un sacré coup de chance. Et en plus on a le pilote puisqu'il n'a pas été tué par un extraterrestre. Bah d'un côté valait mieux, sinon le film s'arrêtait au bout d'une demi-heure. Quoique ça aurait peut-être été mieux ça. Bref, Mantos, lui, a trouvé le vaisseau de Momo en 5 minutes chrono, hein, mais 5 minutes, ça aura quand même suffi pour justement déployer un dispositif de sécurité digne de la zone 51 autour de l'engin, tu sais. Et donc il demande aux gamins d'ouvrir le vaisseau. Eh oui, Rainboy, il connaît le langage alien, mais aussi tous les codes d'accès. C'est quand même pratique. Ah non, mais sachez-le, apprenez l'anglais sur babel.com et normalement, vous devriez finir par connaître tous les codes d'accès du MI6. Logiquement, ça devrait être bon. Bref, là, tout le monde entre dans le vaisseau quand soudain... Eh oui, parce que effectivement, en allant poser sa pêche, bah, il a récupéré la bille qui rend invisible. Non mais, est-ce que vous imaginez quand même qu'une chiasse devient une facilité scénaristique? C'est beau quand même. Hein. Et là... Donc oui, la trentaine d'hommes de main justement de Mantos ne sait plus quoi faire face aux 5 débilos, hein, donc qui les encercle. Ah, vous aussi, vous avez remarqué l'assiduité des mercenaires de Mantos, justement, à se jeter dans la ligne de mire de nos héros, tout en ne tirant surtout pas sur l'adversaire. Mais sauf que Megamomo aussi, il arrive à la fête, parce que, bah oui, en fait, il arrive à comprendre justement une carte terrienne faite à l'arrache. Hein. Alors, je tiens quand même à vous remontrer la carte en question dessinée par Rainboy. Voilà, voyez un petit peu le niveau de précision avec ces sapins dessinés, justement, avec un soin digne des plus grands artistes de notre temps quand même. Hein.
et voilà qu'il fait mumuse en déglinguant tout ce qu'il peut, hein, donc sauf les débilos, merci, hein, et paf, il entre dans le vaisseau et transmet un message en langage terrien pour leur annoncer justement que il va faire exploser le vaisseau, et puis après il envisage de jouer à chat avec eux. Ah oui, mais par contre, il ajoute quand même une précision, c'est que il a une cible en particulier, à savoir un McConnard, qu'il aimerait bien justement chasser, parce que pour lui, c'est vraiment un guerrier qui mérite les honneurs d'une vraie traque, hein, donc entre guillemets, ce sera son trophée. Oui, mais comme ils savent que le monstre est justement dans le vaisseau, ils se disent que bon, vu qu'il envisage de toute façon de faire sauter le bâtiment et ensuite de leur péter la margoulette, autant le coincer justement dans le bousin et le faire sauter directement dedans. Ah mais non, pardon, ça c'est ce que toute personne un minimum logique ferait. Non, parce que en fait, il décide plutôt de faire équipe et de partir dans la forêt pour jouer à cache-cache, hein. Parce que c'est vrai que jouer à cache-cache dans une forêt en tendant des pièges dans le noir, planqués derrière des arbres, c'est hyper optimisé et réfléchi comme plan, hein, face à un prédateur, hein. Mais bon, visiblement, Mantos a oublié un petit peu tout ce qu'il a appris dans sa carrière sur eux, et notamment leur méthode de chasse, hein. D'ailleurs, Mantos, qui donc s'équipe effectivement d'un canon prédateur, hein, donc ça promet. Pendant ce temps, Queen décide de donner à son môme la bille d'invisibilité qui sent le caca, et de lui préconiser de s'en servir en cas de besoin. Sauf que dans tout ce groupe, finalement, il n'y a pas que les débilos qui ont un QI de pommes de terre crues, puisque Jean-Michel, irréfléchi, parmi les agents de Mantos, décide de lancer un frisbee prédateur, hein, donc vous savez, ce truc qui découpe des gens, hein, et donc comme il connaît pas le fonctionnement, ce qui est quand même particulièrement con d'utiliser un truc dont tu connais pas le fonctionnement, il oublie que finalement ça revient comme un boomerang. Ça va revenir. Et bon, je sais pas, visiblement, comme ça semble être douloureux de se faire amputer, le mec se met à hurler comme un goré qu'on égorge à l'abattoir, hein, ce qui évidemment trahit le groupe et permet à Megamomo de se jeter sur eux. Megamomo, dont la super vision Predator lui permet d'avoir une vue périphérique autour de sa cible, sans même qu'il ait besoin de tourner autour d'eux. Ta gueule, c'est magique. Les mercenaires, qui sont de simples figurants, tombent évidemment comme des mouches, quand Mantos, lui, crève de la manière la plus conne qui soit. Ah, ça valait le coup de nous introduire un tel personnage, hein. Et au final, Megamomo finit en flammes, tandis que Tourette se sent un petit peu l'âme d'un combattant de free fight, hein, justement en lui sautant dessus et en tentant de blesser le monstre à coups de bifle, en injuriant sa sœur sur ses parties génitales, hein. Donc Tourette qui semble inifugé, hein, merci. Mais visiblement pas insensible à l'embrochage, ce qui lui permet de mourir connement exactement comme les autres. Comme il aime pas trop les flammes parce que ça a tendance à lui noircir les ongles, Megamomo éteint justement les flammes, hein, grâce à... je sais pas, peut-être grâce à un extincteur qui traînait sous une souche d'arbre, hein. Je sais pas. Et non, il le bute pas. non, parce que effectivement, Megamomo a buté absolument tous ceux qui ont croisé sa route, mais non, McConnard, non, visiblement, il mérite pas de mourir. Il paraît, alors je me suis laissé entendre dire que Megamomo était ascendant Gémeaux et Queen aussi. Donc bon, effectivement, ils se butent pas entre eux, quoi. Sauf que non, en fait, on découvre que le véritable trophée de Megamomo, c'est pas ce McConnard-ci, non. Ah, vous ne l'avez pas vu arriver, celle-là, hein. Le vrai guerrier avec lequel il veut s'optimiser via l'ADN, c'est un gamin Asperger. Du coup, le v'là qui embarque Rainboy sous le bras, hein, donc Rainboy qui a perdu au passage la bille qui sent le caca parce que ça aurait été trop intelligent de la mettre dans sa poche, merci. Et donc Megamomo qui rejoint son vaisseau qui... ça alors. Mais grâce à la magie des scénarios de merde, en fait, il était juste à côté. C'est quand même bien fait. Donc pendant que Rainboy est placé justement dans une cellule du vaisseau, Megamomo, lui, il décolle, évidemment, pour se faire la malle. Tandis que Queen...
Bah oui, parce que c'est bien connu que sauter 10 mètres plus bas, c'est vraiment le commun de l'aptitude humaine, quoi. Bref, il est rejoint par Blackie et Jesus, et le vaisseau commence à tracer, hein, mais sans prendre d'altitude, merci, hein, le tout en allant à une vitesse d'au moins 200 km/h, mais bon, ça va. Oui, non, nos héros, ça va, ils arrivent sans problème à tenir debout sur l'engin, hein. Sûrement que ça devait être des surfeurs de l'extrême dans une autre vie, hein. Pendant que Rainboy contacte son père via un talkie-walkie qu'il avait planqué où? Ah, bah sûrement au fond à droite, lui aussi. Papa, il active un champ magnétique. Attention! Et oui, c'est très bien ce que Megamomo va faire, puisqu'il a lu le mode d'emploi justement complet du vaisseau, hein, qui traînait sûrement au fond de sa cellule, pour parfaitement comprendre ce que son assaillant projette de faire via les commandes de son bolide. Mais bien sûr. Là, Jesus finit découpé en deux par le bouclier énergétique, tandis que McConnard se glisse pile à temps sous le bouclier, quand Blackie, lui, fait justement l'inverse, hein, et se retrouve justement bloqué au-dessus du bouclier, ce qui, bah oui, hein, le condamne un petit peu à mort, hein, quand le vaisseau prendra de l'altitude. Wow, attends. C'est quoi cette facilité de merde? Donc le bouclier protège tout le vaisseau, sauf la partie la plus sensible. Non, mais après je vous vois venir. D'aucuns diraient que voilà, qu'on vous prend un petit peu pour des cons. Mais d'un côté, c'est totalement logique, grâce au bas les couilles protocole. Tandis que Gourde voit effectivement au loin le vaisseau qui s'apprête justement à se crasher à toute vitesse, hein, et ah bah oui, ça fait du chemin, hein, si elle veut les rejoindre. Hein. Bref, le vaisseau se casse la gueule, tandis que... Ah bon? Mais toi aussi tu connais les digicodes? Mais... Enfin bref. Et donc une fois le vaisseau craché et que Queen a survécu à tout ce qui aurait pu l'avoir tué 50 fois en l'espace d'une minute, hein, eh bien ça s'échange un petit peu quelques patates entre lui et Megamomo, hein, Megamomo qui fait toujours tout ce qu'il faut pour ne surtout pas le tuer. Mais heureusement, Gourde, qui vient de se taper 5 km en 3 minutes, arrive en sauveuse, en apparaissant par surprise grâce à la bille qui sent le caca. Hein. Ouais, mais alors ok, mais vous nous expliquez déjà comment elle a retrouvé la bille, une bille d'1 centimètre de diamètre, dans une putain de forêt, et comment, en plus, elle sait comment ça fonctionne, vu que personne lui a expliqué. Bon, ceci étant, Queen, il a jamais véritablement su non plus, hein, mais quand même, il n'y a pas à dire, quoi. Même si le film est truffé jusqu'à la moelle de facilité scénaristique qui sauve, mais pourtant pas cet étron, quoi, le coup de la bille qui s'extrait de la manchette sans la moindre raison, quand on voit justement le nombre de fois qu'elle a sauvé la situation scénaristique dans le film, mais c'est du high level, quoi. Bref, Megamomo encaisse mal les coups de notre guerrière, hein, puisque faut quand même rappeler que Gourde, il y a à peine 24 heures, elle était encore biologiste, et puis maintenant c'est John Rambo. Donc notre super prédateur qui tente de répliquer, mais en ne la tuant évidemment pas elle aussi, hein, merci. Non mais j'ai l'impression de regarder Vidéogag, quoi. C'est comme tenter de bousculer un taureau, quoi. Et comme l'ambiance est plutôt sympa, bah justement, voilà que Snoopy s'invite lui aussi à la fête, hein, avec une sorte d'objet alien qu'il a dans la gueule et qu'il tend à Gourde, hein, parce que bon, le fait de revoir son ancien maître à Snoopy, visiblement, ça ne réveille pas ses instincts primaires. Et Rainboy, lui, donc, qui est toujours dans le vaisseau et qui est parvenu à sortir de sa cellule parce que le verrou tenait justement avec du Chatterton, eh bien est tombé sur un dispositif de commande numérique qui traînait justement dans un conduit d'aération du vaisseau, hein, parce que c'est bien connu que c'est souvent dans des conduites d'aération qu'on a besoin de ce genre de dispositif, hein. Bref, c'est complètement con. Et donc, grâce à ce panneau de commande, et dans un timing absolument parfait, ah, je sais, dans le genre séquence purement anecdotique, ça se pose là. Hein. De là, Queen prend le bras amputé du monstre, donc équipé en plus d'une manchette à harpon auquel il colle le dispositif alien apporté par Snoopy. Ah,
Ah, tu fais moi le malin, là, hein. En fait, Snoopy, c'est un petit peu lui qui leur a sauvé plus ou moins le derche en leur ramenant des bombes comme une baballe, quoi. Et donc Queen qui décide d'en finir avec Megamomo en lui cartouchant les yeux. Merci, au revoir. S'ensuit une scène tire-larme où nos survivants vont faire honneur justement à leurs collègues décédés, alors que, bon, toi, bah, tu t'en branles un petit peu parce que ce sont des personnages avec tellement peu de personnalisation que bah, tu t'es pas attaché à eux pour un sou, quoi. Et beaucoup plus tard, on retrouve donc Queen McConnor dans un bel uniforme d'officier qui entre justement dans une base top secrète, hein. Le premier prédateur n'était pas venu chasser. Il apportait quelque chose. Tout à fait. Bah ouais, mais le vaisseau, il n'a pas explosé. Eh oui, mais sauf que Momo avait mis en place justement un processus de secours pour éjecter le système en cas de destruction programmée, hein. Donc ce qui est quand même bien fait, n'est-ce pas? Et du coup, ils sont en train effectivement d'étudier le matériel grâce à l'élite scientifique qui... Ah, salut madame. Plutôt cool, non? Mais... Quoi? Oh non, mais vous êtes sérieux? Oh là là. Quand soudain le sarcophage s'ouvre et y apparaît un objet étrange, hein. Objet qui se rue sur le bras d'un des scientifiques pour ensuite le transformer en... Oh bordel, c'est nul. Oh, et puis alors les yeux, oh, ça brûle, hein, franchement. Tout le monde dans le labo, comprenant évidemment qu'il s'agit ici d'une armure pour tuer des prédateurs, et que cela annonce les prémices d'une guerre qu'heureusement on ne verra jamais, hein, puisque le film a floppé. Non mais puis genre, une armure pour combattre une invasion entière, c'est ça votre délire? Et fin. Enfin bref, le film tient, alors bon, quand je dis tient, c'est sur la longueur, hein, j'entends, hein, grâce justement à, bah, finalement à un gosse autiste, une bille d'invisibilité et un chien prédateur qui ramène des bombes pile quand on en a besoin. Mais quand on pense qu'à la lecture du scénario à l'époque de la pré-production, certains pontes de la Fox vantaient l'histoire comme étant totalement géniale et innovante, bon, en même temps, vous espériez quoi, franchement, de la part de celui qui a pondu Iron Man 3, quoi? Ah bah tiens, ça tombe bien, justement, que je cite ce film Marvel. Faudra peut-être que je me le mette dans ma liste des tâches à venir, justement. Voilà donc première victime du bousoscope, The Predator. Donc j'espère que ce format vous aura plu, hein. En tout cas, n'hésitez pas justement à me le faire savoir dans les commentaires. Et bien sûr, likez et partagez la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!